Merci, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Politis sur Géopolitis Télévision. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Alex Wello, qui est président national du cadre de concertation de droits humains en RDC, une méga plateforme plutôt des associations et organisations non gouvernementales de droits de l'homme au Congo-Kinshasa. Il est avec Monsieur Henri Mutombo comme co-débatteur. Ce dernier est écrivain, chercheur en fiscalité et en géostratégie, cadre de l'Union sacrée de la nation, la plateforme du président Tshisekedi. On en parle aujourd'hui. Vous savez, l'actualité en République démocratique du Congo est d'abord dominée par la rencontre du président Tshisekedi avec le membre de l'Union sacrée de la nation. Justement, au cours de ces échanges, Félix Tshisekedi a demandé à ce partenaire de la majorité présidentielle de pouvoir beaucoup plus davantage s'investir dans sa campagne de mobilisation de forces armées de la RDC. Dans la foulée également, il a annoncé son intention de pouvoir dissoudre l'actuel gouvernement et composer plutôt une nouvelle équipe gouvernementale et avec beaucoup plus d'entrées dont on parle le gouvernement d'union nationale. Et dans la foulée également, le président, l'ancien président de la République, Félix et Joseph Kabila Kabange, s'est prononcé pour la première fois depuis 2019, depuis son départ du pouvoir. Justement, il a parlé de beaucoup de choses. Ce qui a retenu l'attention, c'est justement sa position prise face à la crise de l'Est du pays, notamment l'invasion ou la participation de groupes armés dont le M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Et pour Joseph Kabila, c'est un mouvement qui a des revendications légitime. On verra dans cette émission. Et on termine par des sanctions qui pleuvent contre le Rwanda et le groupe armé M23, notamment celle de l'Union européenne, des États-Unis et de Nations Unies, et pour violation notamment de droits de l'homme et beaucoup plus de reproches. Et dans ce contexte également que nous avons obtenu finalement la nomination d'Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta et Bosch, qui sont les facilitateurs de l'EAC et de la SADC pour justement tenter de juguler la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Alors on en parle avec nos invités. Première question, Monsieur Mutombo, membre de l'Union sacrée de la nation, Félix Tshisekedi vous réunit pour communiquer son agacement justement du fait que vous ne vous impliquez pas suffisamment dans la mobilisation de la jeunesse à Saint-Aurel dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Et dans une interview parue dans la presse, le chef de l'État a aussi déclaré que la guerre à l'Est va se terminer, la libération principalement des villes de Goma et de Bukavu va se faire militairement ou par la diplomatie. Quelles sont vos premières impressions, votre première réaction après cette communication du président de la République? Merci beaucoup, M. Junior Aurora, pour cette énième opportunité que vous nous offrez pour pouvoir effectivement nous entretenir avec notre peuple, surtout en ce moment où le Congo est à la croisée de chemin, traversant une période critique de son histoire. Bon, vous savez, un président de la République, c'est un leader qui ne se fait pas seul. Il se fait, bien entendu, en étant accompagné des autres leaders et des autres collaborateurs et aussi des autres partenaires, parce que seul on ne peut rien faire. Il y a même un adage en lingala qui dit un seul doigt, je traduis directement, un seul doigt ne peut laver le visage. Et c'est comme cette raison, effectivement, quand il a prêté serment en 2024, le 20 janvier notamment, un gouvernement est sorti, conduit bien entendu par Madame Souminois. Alors, en mettant en place cet arsenal gouvernemental, il comptait sur ces oiseaux rares qui ont été désignés dans des différentes missions régaliennes pour pouvoir, bien entendu, faire marcher la République. Et surtout quand il est arrivé au moment où le Congo, dans la guerre d'agression, où on a connu la montée, si vous voulez, d'un cran de cette guerre d'agression. Donc il était question que ceux
qui sont ses partenaires, qui sont ses collaborateurs, puissent monter également, puissent jeter le pavé dans la mare pour mobiliser les Congolais de telle enseigne que qu'il y ait tout le monde qui soit levé pour contrer cette guerre d'agression. Mais malheureusement, après son message du 29 janvier 2025, on a constaté une certaine léthargie, on a constaté un certain abandon, si vous voulez, une certaine hypocrisie dans le chef de ceux qui ont toujours revendiqué les postes ministériels, brandissant effectivement leur force politique. Et maintenant que le Congo, le président de la République a besoin de ce soutien, beaucoup se sont retirés, ils sont allés un peu comme les renards dans leur tanière, regardant ce qui va se passer. Est-ce que ceux qui agressent le pays vont-ils arriver ici comme en 97, ou bien Tshisekedi va continuer à diriger le pays? Donc voilà, ça a prouvé que le chef de l'État a affaire à des gens qui ne croient pas en lui, hein. Je ne dis pas tous, parce qu'il y en a quand même. Vous avez dit nous sommes, moi personnellement, je n'ai aucune mission régalienne, mais vous êtes témoin de la bataille que nous livrons aux côtés du chef de l'État pour mobiliser les Congolais, pour relayer le message du chef de l'État qui, effectivement, va dans le sens de défendre la République. Donc, le chef de l'État avait raison de fustiger ce mimétisme. Il avait raison, bien entendu, de pointer du doigt ceux qui devaient faire leur travail, qui malheureusement ne l'ont pas fait. Non seulement les résultats des missions régaliennes leur assignées ne sont pas visibles, mais encore, au regard de ce qui se passe dans le pays, ils n'ont pas daigné se lever pour pouvoir mobiliser le peuple. Rappelez-vous, dernièrement quand j'étais ici, j'avais plaidé, j'avais demandé que la mobilisation se fasse comme à l'époque de la campagne électorale, où chaque leader devait rentrer dans sa base pour aller galvaniser les énergies, pour aller parler au peuple. Okay, mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Et on attend, nous avons entendu le chef de l'État dire qu'il va restructurer le présidium, si vous voulez, la direction de l'Union sacrée. On va voir qu'est-ce que le chef de l'État va faire. Vous avez posé la question sur la mise en place d'un gouvernement de l'Union nationale. Bon, on attend également, mais il va falloir, bien entendu, scruter, analyser, est-ce que cette démarche de vouloir mettre en place un gouvernement d'union nationale serait à la hauteur, si vous voulez, serait la réponse efficace, ou si vous voulez, la réponse appropriée par rapport à la situation actuelle que nous avons dans le pays. Bon, le chef de l'État, c'est un stratège, il ne travaille pas seul, certainement. Les idées émergeront pour pouvoir désigner la direction que doit prendre cette mesure, si vous voulez, cette stratégie que le chef de l'État veut mettre en place, parce que le chef de l'État, c'est le président de tout le monde, il a appelé à l'unité nationale, et je crois l'idée est mise par lui de vouloir rassembler, si vous voulez, avoir plus des Congolais autour de lui, même ceux qui se sont opposés à lui, qui s'opposent encore à lui jusqu'à ce jour. L'idée n'est pas mauvaise, mais il va falloir, bien entendu, comme je viens de le dire ici, que l'idée soit bien structurée, que l'idée soit, je veux dire, le projet soit bien étudié pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent pour alourdir la machine, parce que nous savons que le Congo est à la croisée du chemin, nous sommes au bord du précipice, il faut qu'il y ait des patriotes qui soient désignés pour pouvoir conduire les actions gouvernementales. Merci. Votre point de vue sur ce sujet de la rencontre entre le président de la République et les forces vives de la majorité présidentielle. Monsieur Wello, vous avez suivi votre co-débatteur. Déjà, première question, au niveau de la société civile, vous avez compris l'agacement du chef de l'État. Il ne s'adressait pas seulement, parce que l'Union sacrée, ce n'est pas seulement que de partis politiques, c'est aussi de forces sociales du pays. Est-ce que vous comprenez son agacement aujourd'hui de voir qu'il a fait un discours au lendemain de la chute de la ville de Goma pour justement demander aux forces politiques et sociales de pouvoir
se mobiliser autour de lui pour justement juguler cette agression, bouter hors du territoire national la rébellion du M23 avec toute sa constellation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que son agacement est justifié du fait que par moment, on ne sent pas, et vous, la société civile et la classe politique, pouvoir se liguer derrière lui pour cette cause nationale qui ne devrait pas en principe avoir de position partisane? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord commencer par vous souhaiter bonne année 2025 parce que C'est la c'est première fois qu'on la se première voit. émission Voilà. qu'on réalise avec vous en 2025. Alors, le président Félix Tshisekedi, qui plus de 13 millions de Congolais ont voté pour lui lors des dernières Représenté autour de élections 70%. présidentielles, euh, est dans ce prérogative d'appeler à l'unité nationale parce qu'il est le garant tel que prescrit par le pacte républicain qui n'est autre que la Constitution. Mais nous, au niveau de la société civile, composante droits humains, que j'ai la lourde responsabilité euh, de présider les associations et ONG de droits de l'homme au Congo-Kinshasa, je crois que nous n'avons pas caché notre langue dans la poche. Nous avons toujours dit, et nous le dirons, maintes fois que lorsque la souveraineté d'un État est violée, lorsque l'intégrité territoriale d'un État est violée, lorsque un pays est en guerre, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de Logiquement, société logiquement, civile. logiquement. C'est ainsi que nous pouvons, euh, du haut de ce plateau de Géopolis Télévision, euh, soutenir cette vision salvatrice du président de la République, chef de l'État, de réunir euh, les filles et fils du pays autour de lui pour faire face à cette guerre d'agression, mais aussi d'occupation. Et c'est ça la lecture que nous pouvons faire à notre niveau. Nous ne sommes pas politiques, mais nous estimons que c'est une bonne initiative qui mérite l'accompagnement de tous, parce que qui qu'il soit aujourd'hui président de la République, il n'y a pas de Congo, ça Goma, ça Bukavu, ça c'est un principe parce que le Congo Kinshasa, dans sa superficie de 2 345 410 km² depuis 1960, le 30 juin, lors de son accession à la souveraineté nationale et internationale, je crois que c'est un patrimoine commun, c'est une maison commune. Et nous avons tous l'obligation, majorité, opposition, tout comme société civile, de sauvegarder notre intégrité territoriale, parce que là, c'est le drapeau. Vous voyez ce drapeau que je porte, le drapeau est toujours au-dessus de nous tous. Lorsque le drapeau du Congo flotte, il est au-dessus de tout le monde, que l'on soit de la majorité de l'opposition ou de la société civile. Donc, c'est comme nous le disons ici à Kinshasa, Eza Likambo ya Mabele, et nous avons tous l'obligation de nous souder, hein, nous aligner derrière nos forces de sécurité et de défense pour bouder l'ennemi dehors et rester gérer nos querelles internes après, bien sûr, le départ de l'ennemi. On ne saura pas malheureusement aller plus loin avec chaque
qu'une des thématiques abordées ou classées lors de ce numéro. Mais moi, j'aimerais poser la question au-delà de déclarations. Le président et certainement aurait voulu qu'il y ait beaucoup plus d'action que de communication. L'action, c'est-à-dire que le faire, comme il a cité, par exemple, l'exemple de Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre, qui se déploie comme un diable un peu à travers le pays. Bon, certainement que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, parce qu'il a le moyen de se payer, de se louer un avion, de faire ceci parce qu'il est vice-premier ministre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les actions concrètes que la société civile, votre composant de la société civile, de droits de l'homme, est en train effectivement de faire dans ce cadre-là? Parce que déjà, cette situation de l'Est a causé beaucoup plus de cas de violations de droits de l'homme. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, justement, en termes d'implication, justement, pour accompagner cette vision? Merci beaucoup pour la question pertinente. Les actions concrètes que nous, comme défenseurs des droits de l'homme et défenseurs des intérêts des Congolaises et Congolais aujourd'hui, malgré les maigres moyens que nous avons comme société civile, on nous appelle toujours l'enfant orphelin parce que nous n'avons pas un budget, nous n'avons pas de moyens pertinents, conséquents, de mener des actions de grandes envergures. Mais la chance que nous avons, c'est que la société civile est beaucoup plus écoutée au niveau des organisations internationales, des institutions internationales comme les Nations Unies, comme la CPI, voyez, comme l'Union européenne. Et donc, les actions concrètes que nous avons jusque-là, tenez, nous, comme défenseurs des droits de l'homme, nous avons appelé, nous avons exigé des actions sévères, exemplaires, à l'endroit du Rwanda et du sanguinaire Paul Kagame, qui continue jusqu'à aujourd'hui à accumuler, à commettre des crimes de haute gravité. Et c'est le lieu pour moi ici de saluer quand même la résolution des Nations Unies on va y revenir, qui condamne. On va y revenir. Mais voilà. Je voulais que ça vous parle des autres. Oui. On parle de vous d'abord. Vous en tant que composante de la société civile, vous en tant que partie prenante de la société congolaise. Oui. Les actions, vous avez déjà dit, de déclaration, les lobbying que vous menez pour pouvoir aller dans ce sens-là. Est-ce que maintenant sur le plan opérationnel, comment est-ce que vous mobilisez cette masse? Parce que ma question est beaucoup plus précise du fait que le président l'a dit. Il ne sent pas l'opposition, il ne sent pas en fait l'implication de forces politiques et sociales justement de la mobilisation de la jeunesse, parce que ce que vous avez dit, vous êtes écouté parmi les populations. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, comme société civile. Ce que nous faisons, aujourd'hui d'ailleurs, la guerre, elle est beaucoup plus médiatique. Mais vous n'avez qu'à voir le nombre de déclarations que nous faisons, nous, comme défenseurs des droits de l'homme, dans les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit dans les chaînes de télévision et radio, que ce soit dans les chaînes de télévision internationales. Nous avons mobilisé même la diaspora. J'ai des images que je peux vous partager ici où nous avons dit à la diaspora congolaise de Bruxelles, de Paris, de Washington, de descendre dans la rue. Et ces actions citoyennes ont été même accompagnées par d'autres citoyens du monde, parce que nous avons dit que chaque citoyen du monde a une voix pour stopper le génocide au Congo-Kinshasa. D'accord, le message est passé. Mais ici, il faut dire, monsieur le journaliste, que la société civile est un enfant orphelin. La société civile n'a pas un budget. Mais en même temps, vous contentez quand même de ce qui est mobilisé sur le plan international. Oui, nous sommes très contents et nous sommes satisfaits des actions qui ont été menées par les citoyens du monde. L'accompagnement de la communauté internationale et la société civile qui n'a pas de moyens. Oui. Donc c'est un peu suffisant pour faire ces déclarations, c'est un peu suffisant pour mobiliser. Il faut de moyens conséquents et de gros moyens, parce que
la guerre aujourd'hui n'est pas que militaire, c'est aussi une guerre économique, c'est aussi une guerre médiatique. Et donc, nous, ce que nous déplorons ici, c'est que l'État, qui a le monopole de la gestion des finances publiques, ne nous invite pas, nous, leaders d'opinion, et ne nous donne pas de moyens qu'il faut pour mener des actions citoyennes qui vont dans le sens d'accompagner le gouvernement et les institutions de la République. Parce que, je l'ai dit, c'est le Congo qui est agressé, c'est le Congo qui subit des atrocités. Et donc, lorsque un pays est en guerre, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de société civile. Vous l'avez déjà dit, voilà. On a compris. Je me tourne vers M. Mutombo. Vous comprenez sa déclaration. On termine avec vous au sujet de cette rencontre du chef de l'État avec les membres de l'Union sacrée de la nation. Quand on parle de la dissolution du gouvernement, vous avez dit qu'il faut des études et il faut comprendre mieux la situation, analyser la situation pour tenter de trouver la solution. Mais aujourd'hui, déjà, l'option du président de la République, levée par le chef de l'État, est déjà contestée au niveau de l'opposition. On a suivi la déclaration de certains proches de leaders de l'opposition, notamment Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Délaissé Sanga, décliner carrément cette option parce qu'ils estiment que par moment, la décision, soit l'option, la vision du président, c'est tout simplement c'est lui qui sera gagnant en tant que majoritaire. Ils disent tout simplement, ils disent qu'il veut débaucher des membres de l'opposition pour consolider son pouvoir et que la résolution, la restructuration, ou soit de la dissolution du gouvernement, ne pourra pas changer quelque chose sur le terrain. Comment voyez-vous? Vous voyez déjà, c'est un mort-né, ce gouvernement. Un homme d'État ne regarde pas le véhicule conduisant l'avenir de son pays aller dans le ravin. Un homme d'État, j'ai l'habitude de le dire, c'est celui qui accomplit le destin de la République avant de vouloir accomplir son propre destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est homme d'État, on doit connaître l'histoire, on doit connaître le statut, on doit connaître le destin du pays pour lequel on est homme d'État. Et l'homme d'État n'accomplit pas son destin. Son destin s'accomplit quand il a accompli le destin de la République. Donc, j'enfonce pour dire que quand on veut regarder les choses dans ces sens, pour dire que si nous prêtons main forte au président de la République, c'est lui qui sera gagnant. Non, il faut dissocier Félix Tshisekedi, le chef de l'État, au problème de la République. Parce que Tshisekedi peut partir aujourd'hui, le problème que nous subissons, tous les apocalypses que nous connaissons aujourd'hui dans ce pays, resteront entiers. Quand il fait appel aux autres, parce que eux-mêmes l'ont demandé, c'est contradictoire. Ils ont demandé plusieurs fois le dialogue. Nous savons dans ce pays que ce substantif, je l'ai dit dans une tribune publiée même par Géopolis, nous savons que quand on a organisé un dialogue dans ce pays, ça finit toujours par le partage de pouvoir. On l'accuse de dictateur, on l'accuse de ne pas partager le pouvoir. Maintenant qu'il fait appel à ses compatriotes pour pouvoir, bien entendu, leur confier une parcelle de pouvoir de telle enseigne qu'ils soient en mesure de nous montrer de quoi ils sont capables pour ramener la paix, pour sauver la République, ils déclinent l'offre. Mais regardez, je vais vous dire une chose, lisez l'histoire de Chiang Kai-shek, qui était un grand opposant à Mao Tse-tung. Quand le Japon avait envahi la Chine, Chiang Kai-shek avait abandonné son opposition contre Mao pour se mettre ensemble avec Mao afin de bouter hors du territoire chinois cette invasion japonaise. Et c'est après que, bien entendu, ils étaient revenus dans leur dissension politique. Alors, l'opposition n'est pas composée que de ces leaders que vous avez cités. J'ose espérer qu'ils vont finir par changer d'avis parce qu'il s'agit de la RDC pour laquelle ils se battent tous. Ils doivent mettre de l'eau dans leur vin pour comprendre qu'ici,
il est question de sauver la République. Il n'est pas question de sauver Tshisekedi. Parce que ça, c'est la grande confusion que l'on fait. Parce qu'il faut saisir, il faut connaître la mesure de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc, je vais conclure par rapport à cette question pour dire, il y a les services des renseignements qui travaillent à côté du chef de l'État, il y a des stratégies qui sont mises en place, il n'est pas question de débaucher qui que ce soit, il est question de se mettre ensemble pour construire la République, pour lutter contre l'invasion rwandaise, pour lutter contre la guerre d'agression. C'est malsain, c'est avoir un esprit mal tourné. Quand j'entends ce que vous avez dit là, c'est ce prétendu débauchage. Il ne faut pas voir les choses dans cet angle-là. Il faut aller au-delà de nos humeurs. Il faut aller au-delà du clivage. Il faut être patriote. Il faut être un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui privilégie l'intérêt général. Regardez, quand je donne encore un autre exemple, c'est l'exemple de Mandela, qui, quand il arrive, quand il sort de la prison, il a travaillé avec les Blancs qui avaient perpétré l'apartheid, qui avaient même pérennisé cet apartheid-là. Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain. Donc, je veux qu'on continue toujours avec vous. Et ma question aujourd'hui, ma question, j'apporte encore un élément qu'ils ont ajouté pour motiver. Je rappelle que ce ne sont pas des déclarations officielles de ces trois leaders, mais c'est plutôt de leurs plus proches collaborateurs. Ils disent qu'aujourd'hui, la solution à la crise politique, c'est celle proposée par la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'église du Christ au Congo, dans le format du dialogue qu'ils ont proposé, et que Félix Tshisekedi, au lieu d'être une solution, il est lui-même le problème à la crise. Donc il faudrait peut-être obtenir son départ, ou soit sa mise en sourdine, pour justement tenter de trouver cette solution. Non. Il y en a qui pensent que le moment est arrivé pour punir Félix Tshisekedi. Il se trompe d'ennemi. Il se trompe véritablement d'ennemi. Ici, le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Ici, le problème, c'est le Rwanda et toutes les puissances cachées derrière le Rwanda pour agresser la RDC, dont l'objectif est connu, le démantèlement, la désintégration de la RDC. Il ne faut pas faire un mauvais ciblage. Ici, la difficulté que nous avons, c'est la compréhension ou l'acceptation de la situation réelle de notre pays. C'est ce problème-là. Il faut que nos compatriotes qui sont de l'autre côté, qui sont en dehors des institutions, retiennent une chose, que cette guerre, même si Tshisekedi s'en va aujourd'hui, celui qui le remplacera, s'il ne rencontre pas les problèmes de ses agresseurs, ou si vous voulez, l'appétit glouton de ses agresseurs, qui veulent que l'Est de la République, donc vous prenez le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Tanganyika et le Maniema, soit administré par le Rwanda, soit administré par ces frères africains Tutsis qui veulent créer le Tutsiland. Invitez-moi, on va parler de ça, parce que ici, le problème de ces gens, c'est une guerre économique, c'est une guerre territoriale, ce sont des velléités expansionnistes. Et cela ne commence pas aujourd'hui. Ça commence depuis, même avant Mobutu, depuis Lumumba. Lumumba avait parlé de la balkanisation de la RDC. Donc, se limiter au niveau de l'adversité que les gens peuvent avoir, c'est leur droit, contre Tshisekedi, et ne pas regarder le problème réel que vise que subit notre pays, notamment cette désintégration qu'on veut à tout prix orchestrer contre la RDC, c'est mal faire la lecture de choses. Donc ici, quand le chef de l'État fait appel aux uns aux autres, c'est pour renforcer l'unité nationale, parce que ça a été toujours leur demande, c'est pour renforcer la cohésion nationale, c'est pour évidemment que nous puissions constituer une force républicaine, une force nationale, pour pouvoir faire face à cette agression qui nous guette. Parce que, messieurs Owawa, le peuple congolais est témoin de ce qui se passe
et aussi de la posture de chacun de nous. On ne peut pas demander à un président de la République qui est légitimement investi dans sa fonction de chef de l'État, qui a été élu par les Congolais à plus de 70%, j'ai cité ici, 73%, je crois, 29% des Congolais qui lui ont renouvelé leur confiance pour en faire un chef d'État. Demander à cette personnalité, à ce chef, de démissionner, c'est absurde. Voilà. Il faut venir à la table. Voilà, vous avez déjà Il faut dit. venir à la table patriotique. On a compris votre... Je vais finir, s'il vous plaît. Il faut venir à la table patriotique pour pouvoir d'abord bouter hors de nos frontières l'ennemi de la République. C'est après qu'on pourra revenir à nos mots et tons. Et M. Wello, vous pensez aussi, comme M. Mutombo, que la solution à la crise aujourd'hui, il faut former un gouvernement national, d'union nationale, et un gouvernement en même temps qu'on refuse de négocier avec le M23, on refuse de négocier avec le président, qualifie de patin, de pantin, de Rwandais, qu'on appelle des supplétifs. Et comment on résout cette crise en étant à Kinshasa, en formant déjà un gouvernement ici, et qu'on ne peut pas arriver à Goma, on ne peut pas arriver à Bukavu? Bon, merci pour la question, monsieur le journaliste. Gouvernement d'union nationale, c'est de ça que vous parlez. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question. Moi, je suis de la société civile, mais je sais que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement où on a presque tous les ministres qui sont au gouvernement ne sont pas que d'une seule province. Toutes les 26 provinces, je crois, sont représentées. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle. Mais moi, plutôt, je peux adhérer à l'idée de la cohésion nationale. Bon, ça reviendrait au même, cohésion nationale. Alors, oui, je ne suis pas là. Est-ce que c'est ça la solution aujourd'hui avec tout ce que nous connaissons comme problème d'insécurité, d'instabilité dans la partie est du pays? Je voudrais dire ceci, comme défenseur de droits de l'homme, que la Charte des Nations Unies, dans son premier chapitre, à l'UNEA 1, dit clairement que la souveraineté d'un État, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, reste innégociable. Vous comprenez? Et donc, je ne sais pas en vertu de quel instrument juridique, international, régional ou continental, on doit négocier pour la souveraineté d'un État. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question. Mais quand cela ne tienne, j'adhère à la démarche de la cohésion nationale, la tenue d'un forum national pour construire la cohésion autour des valeurs. La même histoire se répète. En 61, nous avons connu Lumumba et Kasavubu. Vous et moi, nous connaissons la conclusion. En 81, nous avons connu Mobutu et Etienne Tshisekedi. Nous connaissons tous la conclusion. En 2025, nous sommes en train de vouloir vivre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Mais moi, je veux que nous puissions élever le débat parce que le Lumumba l'a dit, que le Congo est grand et nous exige de la grandeur. Je crois qu'ici, il est question de notre État, de notre nation. Nous avons un président de la République, mais il n'est pas le propriétaire du Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo appartient aux Congolaises. Et donc, je voudrais dire que la démarche de prince de l'Église, mon père spirituel, que je respecte beaucoup, c'est une démarche qui mérite beaucoup de prudence et de vigilance. Laissons-les terminer leur mission. Je crois qu'ils ont commencé par voir le numéro 1 de tout le Congolais, le président Félix Tshisekedi, qui a donné son faveur, et ils sont allés
même nous qui parlons avec vous sur ce plateau, nous avons été conviés à ces consultations. Mais nous estimons pour notre part qu'il n'y a pas de négociation quant à ce qui concerne la souveraineté d'un État. Voilà, ça, c'est notre position. C'est compris. Elle est claire et nette. On est déjà au-delà de la quinzaine de minutes qui a été repartie à cette thématique. On a compris, je précise ici que le président Tshisekedi n'a pas mandaté les évêques catholiques ni de les cesser de pouvoir rencontrer les gens. Il l'a répété lors de sa rencontre avec les membres de l'Union sacrée. C'est une démarche... il n'encourage pas, il a écouté, il a pris acte de leur initiative de pouvoir faire ce travail-là. Mais seulement, je voudrais dire ceci. Un pasteur qui voit ses fidèles, parce que je dois ici dire que le Congo, c'est l'un des pays qui a un pourcentage élevé de chrétiens catholiques. Et lorsque ces évêques, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, voient des citoyens mourir le jour au jour, qu'est-ce qu'ils ont mérité pour qu'on les arrache la vie brutalement? Ils sont quand même troublés de cette situation. Et comme pasteurs, ils ont, je crois, répondu à leur mission aussi. Non, je ne dis pas, je ne suis pas dans ces débats, c'était juste pour préciser qu'ils n'avaient pas reçu les mandats du chef de l'État. On va terminer, M. Mutombo, s'il vous plaît. 30 secondes seulement. Puisqu'il a parlé des évêques catholiques et les pasteurs de l'ECC, comme étant comme il dit, moi j'emprunte ces mots, des pères spirituels, pour lui certainement, des pères spirituels, des serviteurs de Dieu qui ne condamnent pas l'assassinat, le massacre de leurs compatriotes, de gens pour qui ils sont censés défendre, des gens qui sont censés défendre, de gens pour qui ils sont censés adresser des prières à Dieu. En tout cas, ça pose des questions. Voilà, on a compris. Parlera pas. Kabila, finalement, il sort de son silence près de 10 ans après son départ du pouvoir politique à la tête de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, l'ancien président de la République. L'autorité morale de l'Union sacrée de la nation, Joseph Kabila, est sorti de son silence après avoir procédé d'abord à des nominations au sein de son parti politique PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction, le développement et la démocratie. Et finalement, il accorde une interview à un journal sud-africain pour justement donner sa position sur la crise politique et sécuritaire, pas politique, mais sécuritaire principalement dans la partie est de la RDC. Dans sa tribune, Kabila revient sur des négociations qui devaient y avoir liées entre les différentes parties, notamment en condamnant la stigmatisation du mouvement M23. Pour lui, c'est un mouvement qui a des revendications légitimes. Un peu, il parle ça des aspirations du peuple congolais. Aujourd'hui, cette sortie médiatique du président, de l'ancien président Kabila, suscite des réactions un peu partout à travers le pays. Ça dépend de quelle obédience politique on se retrouve. Même les acteurs non politiques qui s'expriment sur les sujets, d'autres condamnent. Pourquoi Kabila, le chef de l'État ancien, n'a pas pu condamner, ne serait-ce qu'à un certain moment, les exactions commises à l'est du pays. Et pour lui, Joseph Kabila estime que la crise de l'Est du pays, c'est une crise liée à la gouvernance Tshisekedi qui ne serait pas bonne. Il estime également que peu importe les négociations que toutes les parties peuvent avoir, c'est très difficile de pouvoir sortir de la crise tant qu'on n'aura pas touché les causes profondes de la gouvernance, les causes profondes de cette crise. Monsieur Mutombo, membre de l'Union sacrée, comment accueillez-vous dans vos états-majors cette sortie médiatique rarissime de Joseph Kabila? D'abord, je voudrais corriger quelque chose que mon frère a dit. La superficie de la RDC, les 2 345 410 km², c'est pas 1960, c'est 1885, lors de la conférence de Berlin. C'est pas 1960. Donc, nous avons obtenu cette superficie en 1885. Donc, je peux comprendre son point de vue, du fait que ça a été consacré finalement, en 60. Ça a été légué, voilà, officiellement, solennellement, internationalement. C'est pas un débat, évidemment. Ouais. C'est une sortie grotesque, si vous voulez bien. C'est une sortie, je veux dire, de quelqu'un qui a juste passé au sommet de l'État comme un affairiste.
Euh, moi, je voudrais rendre hommage au patriarche Mongulu Tapangane Polycarpe, qui était procureur général de la République, aussi juge à la Cour constitutionnelle une fois, parce que je discutais beaucoup avec lui. C'était l'ami de mon défunt père, peu à leurs âmes. Il me recevait beaucoup chez lui sur l'avenue de la justice. Il me dit, je lui posais effectivement la question sur le caractère de Kabila de ne pas beaucoup parler, ou de ne pas parler si vous voulez. Il dit, mon fils, le silence de Kabila ressemble à un cochon qu'on a pris et qu'on a mis dans une chambre de luxe. Il suffit que ce cochon grogne pour qu'on se rappela qu'il faut le remettre dans la boue. Donc, par sa sortie médiatique, on a bien compris que chaque fois quand il ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il est sage, c'est parce qu'il n'a pas de contenu, c'est parce que dans ses tripes, il n'y a rien. Passez-moi l'expression, on a compris que son silence, ça a toujours été un silence idiot. Non, ça ne devrait pas passer. Oui, c'est moi qui le dis, j'assume. Non, ça ne devrait pas passer. Ça ne devrait pas passer. Il ne parlait pas parce qu'il a dit par moment qu'il ne parle que quand ses mots sont plus forts que son silence. Ah mais voilà, donc on a vu que son silence est plus fort. Faits, il a dit que la gouvernance, vous ne gouvernez pas le pays comme il faut. J'en arrive, j'ai compris la question. Ouais. J'ai lu et relu sa sortie médiatique vraiment grotesque et ratée. Vous savez, quand il dit que c'est lié à la mauvaise gouvernance, donc c'est-à-dire que lui non plus ne peut pas se targuer de quoi que ce soit pour dire qu'il a été un bon dirigeant, parce que cette affaire de d'abord CNDP, M23 aujourd'hui, RCD et tout ça, il a été au pouvoir, il a été dirigeant dans ce pays. Il ne va pas parler comme quelqu'un qui est en campagne électorale, qui cherche à accéder au pouvoir. Il l'a été. Il a taxé ce M23 d'appartenir, ou si vous voulez, d'être manipulé par le Rwanda. Je vais aller plus loin. Comment est-ce que un ex-président de la République qui est au courant de ce qui se passe dans notre pays, qui prend la parole, qui ne condamne pas l'agression du pays qu'il a dirigé, qui n'exprime aucun remords par rapport aux âmes fauchées, aux milliers de personnes fauchées, tuées par la barbarie. C'est pour ça que les gens ont raison de dire qu'il est rwandais. C'est pour ça que... Je voulais rappeler... Je voulais rappeler... J'en arrive. Écoutez. J'en arrive. Vous avez la parole. Je voulais tout simplement rappeler que la question des nationalités dans ce pays, comme dans tout le pays du monde, c'est une question administrative. Un Touareg, je disais dans un groupe de discussion, un groupe professionnel, un Touareg peut devenir Congolais alors que Moulouba n'est pas un Congolais. Vous voyez ça, c'est sur d'un qu'on détient les documents de nationalité, on est Congolais. Donc, je comprends. On ne peut pas taxer quelqu'un parce qu'il a été... Moi, j'aurais voulu qu'on parle vraiment des faits. On va parler des faits, c'est stigmatise votre gouvernance. On dit aussi que vous instrumentalisez justement cette question du M23 parce qu'il s'agit de revendications légitimes du peuple congolais. Est-ce que les M23 me représentent moi? Parce qu'il dit c'est... comment l'aspiration des peuples congolais. Est-ce que, mon frère, le M23 vous représente? Non, je voudrais vous répondre parce que, regardez ce qui s'est passé à Goma. Oui. Le gouverneur qui fait des aventures à Goma, il a dit que lui ne va parler qu'à Kinyarwanda et en anglais. Voilà. C'est une absurdité, une insulte. Bon. Donc voilà, je reprends ma part. C'était juste pour qu'il m'appuie. Messieurs Owawa, je parlais de l'expression de remords. Il ne l'a pas fait. Monsieur Kabila, on a vu par sa sortie médiatique qu'il n'a fait que confirmer les propos du président de la République disant que c'est lui qui est derrière Nanga et c'est lui qui est derrière les M23. Quand Tshisekedi l'a dit, les gens l'ont accusé d'immature. En tout cas, personnellement, je n'ai pas lu dans les textes de Joseph Kabila un passage citant l'AFC qui est le mouvement des grands mais quand il dit,
Parce qu'aujourd'hui, AFC et M23 font un même groupe. Quand il dit que le M23, c'est l'aspiration des Congolais, quand il dit que les M23, ça n'est pas les proxys du Rwanda comme ce n'est pas un groupe anarchiste. C'est pas un groupe anarchiste. Mais lui, il a combattu ce groupe. Ce groupe-là, il a traité ce groupe d'être manipulé par le Rwanda. Il a négocié avec ces groupes terroristes pour que ces groupes sortent du territoire congolais. Donc on comprend que ça a été un théâtre qu'ils avaient organisé en 2012. Donc on a compris que c'était un jeu qu'ils faisaient sur les sangs, sur les morts et sur le pillage de notre peuple. Donc ça dit que l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, ça n'est pas un homme d'État, ça n'est pas un homme sérieux. Donc nous avons perdu du temps pendant presque 2 décennies avec quelqu'un qui n'était venu qui était à la tête de notre pays justement pour pouvoir piller et pour pouvoir accomplir la stratégie, si vous voulez, la planification de la balkanisation de notre pays, parce que nous l'avons toujours dit, nous l'avons... Veuillez m'excuser, monsieur Owawa. Vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre. Ne pas, parce qu'on court derrière les temps. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je vais conclure pour dire que j'ai toujours gardé ma position intransigeante contre ce monsieur parce qu'il n'a jamais inspiré confiance. Monsieur Kabila parle aujourd'hui des répressions. Monsieur Owawa, on se connaît depuis 10 ans, depuis que je suis rentré dans notre pays. Vous avez vu comment est-ce que les Congolais ont été tués. Nous avons participé dans des activités politiques ici, où nous avons été reprimés dans les sangs. Il y a même un rapport de... Il y a même un rapport, s'il vous plaît. Il y a des manifestations. Il y a même un rapport de Human Rights Watch. Il y a même un rapport de Human Rights Watch. Il y a mon compatriote qui est ici de la société civile qui dit carrément que le régime de Kabila avait recruté plus de 200 rebelles de M23 pour les engager dans la répression des manifestants ici à Kinshasa. Donc Kabila n'a aucune leçon de démocratie à nous donner, il n'a aucune leçon de bonne gouvernance à nous donner parce que monsieur, c'est lui qui était le chef des hommes d'affaires au Congo, comment on l'appelle ce monsieur-là comment on l'appelle j'ai oublié son nom, vous voyez de qui je parle, qui avait dit que les minerais de la RDC ont été bradés. Voilà, s'il vous plaît, je vais finir. On n'a pris pas les temps. 30 secondes, je vais finir. On n'a pris pas les temps. 10 secondes. Rappelez-vous du contrat chinois, du contrat du siècle, contrat léonin, qui a mis ce pays à terre, qui a mis ce pays à genoux. Ça, c'est la gouvernance Kabila. Voilà. Rappelez-vous de Chebea, rappelez-vous de Bazana, rappelez-vous de Bundu Dia Congo. Voilà. Tous ces massacres, lui, il va me compléter parce que la société civile, il a peut-être plus d'éléments par rapport à ça. On a compris la il n'a pas de leçon de démocratie à donner aux Congolais. On a compris la réaction d'un cadre de la majorité présidentielle, l'Union sacrée de la nation, qui parle justement de la réaction, de la sortie médiatique de Joseph Kabila après 10 ans. 6 ans. Après 6 ans, presque, on est déjà au-delà, on est après presque 7 ans de silence. Il parle de la gouvernance Tshisekedi, je l'ai dit à la table de ce thème. Il a parlé également de la situation du M23. Aujourd'hui, je rappelle également que sous Kabila, effectivement, il y a eu des répressions de manifestants, mais aujourd'hui, aucune enquête n'a démontré que c'est Kabila qui a envoyé ces gens-là. De la même façon, il y a des répressions sous Tshisekedi. Et non, Tshisekedi, il n'y a pas de répression. Non, il y a quand même des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans des manifestations. Je ne vous laisse pas dire ça, monsieur. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts lors des manifestations publiques. Ça ne veut pas dire que Tshisekedi les envoie. Ça ne veut pas dire aussi... Monsieur Awa, 19 janvier 2015, 19 septembre 2016. Ça n'a pas été prouvé. Ça n'a pas été prouvé. Et également, il y a eu la fosse commune de Maluku. Et également que Chebea... La fosse commune de Maluku. Vous parlez des dossiers de Chebea. Vous parlez des dossiers de Chebea. Je rappelle également aussi sous Tshisekedi, on dénonce certaines personnes qui sont mortes. On ne connaît pas dans des conditions. C'est possible que ça soit aussi dans ce contexte. Je ne veux pas qu'on mélange tout. Je veux maintenant que vous puissiez, au niveau de la société civile, on condamne le fait que l'ancien président Kabila n'a pas pu finalement, comme j'emprunte son expression quand il parle, il n'a pas pu payer un mot sur les massacres. Vous, en tant qu'acteur de la société civile spécialisé dans ces questions de droits de l'homme,
comment accueillez-vous finalement cette sortie médiatique de Joseph Kabila? Est-ce que vous pensiez que c'était opportun pour lui finalement de parler au vu de la dégradation de la situation continue? Et c'était ce qu'il dit, c'était vraiment la solution. Il faut s'attaquer aux causes profondes de la gouvernance politique. Merci pour la question. Monsieur Joseph Kabila Kabange, c'est un politique et je n'entrerai pas dans la générique des politiciens. Mais moi, ce que j'ai retenu de sa communication, c'est le volet des violations innombrables de la Constitution et des droits humains, ainsi que le massacre répété de la population congolaise par le forces de police et militaires de Tshisekedi. Je suis estomaqué parce que le président Félix Tshisekedi, je le connais personnellement comme un défenseur de droits humains avant qu'il ne devienne président de la République. Vous voulez dire qu'il a une sensibilité aux questions liées aux questions... Absolument, absolument. Vous avez une femme première ministre Ouais. depuis que le Congo est, mais c'est aussi là le droit humain. Vous avez l'élection de notre pays comme membre au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est quand même des victoires qu'on n'a pas enregistrées sous Joseph Kabila. Bon, voilà, ce sont des faits. Revenons à nos moutons. Vous avez la gratuité de l'enseignement de base. Vous avez le programme Génocost. Mais il y a tant d'autres que je peux énumérer. Parlons de Kabila. Vous avez retenu son discours et finalement, quelle lecture vous... C'est ce que je viens de dire. Ouais. En ma qualité de défenseur de droits de l'homme, je me permets sur votre plateau de déclarer officiellement que nous allons dès maintenant réactiver le dossier de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme et porte-parole de la Voix de Savoie, le doyen Floribert Chebeya. Un dossier qui a été jugé par la Assassiné. justice congolaise. La justice congolaise s'est prononcée, il y a des gens qui ont été condamnés dans ce dossier. Vous parlez de la justice congolaise, monsieur le journaliste. Mais tenez, même moi, tel que je suis avec vous ici, je n'appartiens pas à la justice congolaise. J'appartiens à la communauté internationale. Le droit de l'homme, c'est les Nations Unies. Le droit de l'homme, c'est le traité de Genève. C'est le traité de Rome. Ce n'est pas la justice congolaise. Parce que nous avons déploré la façon dont ce procès a été organisé, alors que les responsables qui sont connus jusqu'à aujourd'hui sont là, ils doivent répondre. Non, il faut faire la différence entre... Je dis que nous allons réactiver il le faut faire la dossier de différence l'assassinat de entre Floribert non, Chebeya. il faut faire là. C'est votre droit de parler, c'est votre point de vue. Je vais tout simplement préciser qu'il faut faire la différence entre la clameur publique et ce qui est des faits. La justice travaille sur base des éléments. C'est sur base de ces éléments à sa disposition que la justice a innocenté beaucoup de gens. Mais monsieur Wawa, il y a eu des policiers qui avaient dit que Joseph Kabila était derrière l'assassinat. On peut déclarer. Oui, mais ceux qui étaient là dans l'action ont dit que Joseph Kabila était derrière l'assassinat de Floribert Chebeya. Je vois mal un président de la République descendre aussi bas pour aller donner l'ordre de tuer un défenseur des droits de l'homme. Un défenseur des droits de l'homme peut être tué par un président tyran. Vous comprenez? Parce que sa voix gêne. Ça, c'est connu de tous. De la clameur publique. C'était à la justice de pouvoir clarifier. Je pense que c'est ce que vous aviez à dire sur ce sujet de la sortie. Mais j'aurais bien voulu Ouais. dire ici que pour quelqu'un qui a géré la République démocratique du Congo pendant 18 ans, j'aurais souhaité qu'il active son carnet d'adresses pour appeler à des actions
sévère contre le pays qui lui a tout donné. Si on lui a appelé président de la République, c'est parce qu'il était au palais de la Nation à Kinshasa, Gombe. Si il a marché sur les tapis rouges dans tous les 4 coins du monde, c'est parce qu'il a été locataire du palais de la Nation. Voilà, concluez sur ce point de Joseph Il aurait Kabila. voulu condamner avec la dernière énergie et appeler à des sanctions sévères contre le pays agresseur. Voilà, est-ce qu'on pouvait dire pour retour plutôt de cette sortie médiatique de Joseph Kabila, sortie médiatique polémique que vous avez compris, qui mobilise beaucoup de passion, beaucoup de commentaires. On termine par ces sanctions, en tout cas exceptionnelles, de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et puis de l'ONU contre le Rwanda, et ils appellent toutes les parties engagé la crise congolaise de pouvoir justement se parler, engager un dialogue direct. Et ils ont demandé au Rwanda, entre autres, de pouvoir retirer ses troupes de la RDC. Autrement dit, on confirme effectivement qu'il y a des troupes rwandaises sous le sol congolais. Ça, ce sont des faits. Et également, on demande au M23 de regagner, de quitter les territoires qu'il occupe jusqu'aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte justement que les Nations Unies et l'Union européenne principalement, a suspendu sa coopération militaire avec le gouvernement rwandais. Le Belge également l'ont fait un peu précédemment. Et comment on accueille cette décision, en tout cas au niveau de la classe politique de la RDC? Monsieur Henri Mutombo, il nous reste 2 minutes à peine pour conclure cette émission. Comment vous, au sein de la majorité, avez-vous accueilli justement ces différentes décisions, ces différentes résolutions des Nations Unies, des États-Unis et de l'Union européenne? C'est une victoire de mi-parcours, une victoire diplomatique, j'allais dire, de mi-parcours, par rapport à la coopération, si vous voulez, à cette diplomatie abattue par le président de la République et sa ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba. Mais maintenant, il reste que les actions suivent les effets sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Il ne faut pas que ça reste sur les papiers. Parce que vous avez dit qu'il ne reste que très peu de temps, il n'y a pas moyen de faire beaucoup de commentaires. Mais moi, je veux dire, je suis resté sur ma soif sur le MOU, les mémorandums d'entente signés entre l'Union européenne et le Rwanda, parce qu'on parle du réexamen de ce mémorandum. Maintenant, la question que je me pose, et d'ailleurs, je voudrais mettre ces éléments, mettre ces éléments à la disposition du gouvernement. Quand on parle du réexamen, pendant le réexamen, est-ce que l'exploitation s'arrête-t-elle? L'exploitation continue avec tout le cortège de malheurs possibles. On sait que ces exploitations engendrent les tueries, les massacres, les pillages. Donc, pendant ce réexamen, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vois bien là que l'Union européenne n'est pas allée au fond de l'attente des Congolais, au fond même de l'attente de certains eurodéputés, parce que cette cause n'a pas été portée que par les Congolais, elle a été portée également par des eurodéputés, notamment, il y a un député Botenga, je crois, Marc Botenga, qui s'est levé avec d'autres également pour pouvoir demander pure et simplement la résiliation de ce mémorandum. Alors, moi, ce que je veux dire ici, c'est que cette résolution 2773, que l'on puisse mettre la pression, c'est comme ça que je vais revenir à la première question que vous avez posée ici, la mobilisation. Donc, il faut que dans l'Union sacrée de la nation, que nous puissions tous nous lever pour pouvoir mobiliser les Congolais, mettre 2 millions, 3 millions de personnes à Kinshasa, un peu partout, pour exiger la mise en place, si vous voulez, l'application, j'allais dire, de toutes ces résolutions pour ramener la paix. Parce que ça ne sert à rien de continuer à piller la RDC alors qu'on peut venir par la grande porte. Je voudrais terminer pour dire ceci. Si cette émission serait suivie par les Occidentaux, ils doivent retenir une chose. Aujourd'hui, l'Angleterre et la Belgique, je vais plutôt parler de l'Angleterre, qui n'a pas, beaucoup d'éléments historiques avec nous. Il y a, avant l'indépendance,
il y a un militant qui s'appelait Edmond Dené Morel, qui avait documenté ce qui se passait ici, qui avait alerté la communauté internationale sur les massacres qui se passaient ici lors de la colonisation. Aujourd'hui, on voit encore l'Angleterre, ce qu'elle fait par rapport à ce qui se passe. Donc, les Européens, l'Occident notamment, doit garder ces liens historiques pour pouvoir défendre la cause de la RDC. Voilà. Parce qu'il sera regrettable qu'un jour la RDC quitte l'Occident en termes de coopération pour aller chercher d'autres partenaires, d'autres amis qui pourraient comprendre le besoin sécuritaire et économique de la RDC, avec qui la RDC pourrait, dans les jours à venir, traiter des coopérations stratégiques. Donc, il est temps pour l'Occident d'agir en faveur de la RDC, de telle enseigne que nos liens historiques puissent demeurer, plutôt que d'agir en hypocrisie pour que ces liens soient brisés. On a compris, Monsieur Wello, c'est justement dans ce contexte de sanctions au niveau international, deux appels au cessez-le-feu et de dialogue permanent entre les différentes parties, que la SADC et l'EAC, c'est-à-dire la communauté économique des États d'Afrique de l'Est et la communauté économique des États de l'Afrique australe se réunissent et décident finalement de pouvoir procéder à la nomination de Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, et le président honoraire également du Kenya, Uhuru Kenyatta, et l'ancien premier ministre de l'Éthiopie, M. Bosch, pour justement assurer le rôle de facilitateur. Pensez-vous que ces trois personnalités, avec leur expérience et d'avoir été au sommet de leurs États respectifs, surtout Obasanjo et Kenyatta, qui ont été au four et au moulin dans des dossiers, notamment ceux de la RDC, pourront faire quelque chose pour débloquer la machine là où ça n'a pas marché avec Lorenzo et les autres présidents? Merci pour la question pertinente, monsieur le journaliste. Nous avons au niveau de notre institution le cadre de concertation nationale de droits humains de la RDC, méga plateforme deux associations et ONG de droits de l'homme, accueilli avec beaucoup de satisfaction les condamnations des Nations Unies sur le Rwanda à la suite de cette résolution. Et cela, bien sûr, arrive après les sanctions du Trésor public américain sur le ministre rwandais James Kabarebe et le porte-parole du mouvement armé terroriste M23 et alliés. Mais bien plus, nous exigeons une résolution spéciale contraignante, appelée résolution sanction des Nations Unies contre le Rwanda pour avoir violé la souveraineté du Congo-Kinshasa et avoir violé aussi la Charte des Nations Unies. Et nous disons au gouvernement de la République démocratique du Congo, en tant que conseiller de la République, que nous avons une résolution, ce qui est une victoire de la diplomatie que pilote Madame Thérèse. J'ai beaucoup de respect pour elle, bravo. Mais nous disons au gouvernement qu'il y faut maintenant, d'urgence, mettre sur pied un programme de vulgarisation de cette résolution auprès des citoyens. Parce qu'il s'agit d'une résolution qui doit être appréhendée par le citoyen à qui le Congo appartient. Et pour la question de ces trois personnalités que vous avez citées, monsieur le journaliste, ma règle de franc-parler, vous n'allez pas l'arrêter. J'ai dit tout simplement que Uhuru Kenyatta, je restais un peu dubitatif quant à sa présence dans cette équipe pour jouer le rôle de médiateur, parce que nous savons très bien que le fugitif Corneille Nangaa a fait sa sortie officielle avec sa belliqueuse FC sur le sol
de Kenya. Et donc, je demande au gouvernement de la République d'être très prudent et très vigilant. Pendant qu'il a été là, pendant qu'Uhuru Kenyatta a quitté déjà le pouvoir, je rappelle qu'Uhuru Kenyatta... Mais il est citoyen de ce pays-là. Effectivement, qu'il ne pouvait pas avoir forcément de mots à dire parce qu'il ne gérait plus le pays. Je rappelle également que Uhuru Kenyatta était le seul président de la République à avoir assisté à la consécration, je vais dire, à l'investiture du président Félix Tshisekedi en 2019. Mais je voudrais dire ceci. Comme chef de l'État. Pourquoi depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes jamais mis sur une table, nous comme Congolais, et trouver des solutions congolaises aux problèmes congolais? Voilà, en tout cas, pourquoi devrons-nous toujours... Ce dossier est géré sur tous les niveaux, Malheureusement, je ne donne plus la parole à mon frère Mutombo qui en a besoin, malheureusement. Mais juste un mot, oui. Comment réagissez-vous à la nomination de ces trois personnalités? Un mot. Mais un mot, mon mot à moi, c'est pour dire qu'il faut faire très attention. Je n'ai pas confiance en cette équipe. Qui a été mise en place parce que je ne pense pas que la RDC avait pris part à ces assises-là, ayant désigné ces trois personnalités pour pouvoir piloter le dialogue mixte entre l'EAC et le rôle de facilitateur. Voilà, on le montre même à les images. Voilà, donc EAC et SADC, je ne sais pas si le gouvernement congolais a été représenté. Parce que dans cette résolution, on parle d'une zone spéciale, le Nord Kivu, le Sud Kivu, c'est très dangereux. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une administration parallèle. Il faut que les Rwandais sortent de notre territoire. J'ai aimé ce qu'a dit mon frère. On ne peut pas négocier notre souveraineté. C'est notre souveraineté, c'est notre territoire. Voilà. Donc, je suis contre cela, que la République démocratique du Congo fasse très attention. Mettons la pression de sorte que l'ennemi soit bouté hors de nos frontières. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de Géopolis d'avoir regardé cette émission qui vous est maintenant en permanence sur les petits écrans. Merci beaucoup à Henri Mutombo qui est écrivain, chercheur en fiscalité, en géostratégie. Il est cadre de l'Union sacrée de la nation, autrement dit la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Il a été en co-débat avec M. Alex Welo, merci, président national du cadre de concertation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il définit ça comme méga plateforme des associations et organisations non gouvernementales de droits de l'homme au Congo, Kinshasa. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Merci aux moyens techniques de Géopolis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Politis, l'émission référence qui ne parle que de la politique. Au revoir. Merci.